catalan pour que tout le monde puisse comprendre. On va démarrer donc par une première question. Et je m'adresse à vous, Madame Pelfig. Vous le savez, la feuille de route de l'Eurorégion à l'horizon 2030 est articulée autour de 4 grands axes qu'on peut basiquement résumer autour d'une eurorégion plus innovante, une eurorégion plus verte, une eurorégion plus proche du citoyen, et ça c'est une vraie nouveauté, et enfin une eurorégion plus présente en Méditerranée. Madame Pelfig, vous avez présidé la commission enseignement supérieur, recherche et aussi innovation de l'eurorégion pendant ces 2 ans. Quels sont selon vous les principaux résultats de cette commission? Il y a beaucoup de résultats, mais le résultat dont je suis finalement le plus fière, il est dans la salle. Je les vois devant moi. C'est la création de l'Assemblée régionale des jeunes. Et c'est aussi grâce à eux que cette assemblée elle a été créée. Parce que justement, sous l'invitation du mouvement européen Haute-Garonne avec les jeunes européens à Toulouse, nous avions eu un échange auquel participait mon ami Tony Vicens, auquel participait également évidemment le directeur de la Generalitat de Catalunya. Et nous sommes dit ce jour-là, sous leur impulsion, à nos jeunes, qu'il fallait leur donner davantage la parole. Xavier, peut-être que je te laisse... Sí, doncs el repte, el resultat, l'assoliment més important i del qual estem més orgullosos és aquí som presents, els joves de l'Assemblea Regional dels Joves. Fa 2 anys enrere, amb el Toni Vicens i el director de l'època, en Cito, havíem decidit des d'Occitània impulsar aquest repte i estem orgullosos de tenir-lo aquí com primer assoliment de la presidència. On était en réalité déjà favorable à cette création. Il y a eu ensuite du travail qui a été aussi mené par les jeunes. Parce qu'avec Francesca, avec Tony, on s'est dit qu'il fallait le confier à des jeunes et ça a été notamment à ceux des étudiants de Sciences Po Toulouse qui ont aussi accompagné les équipes de l'Eurorégion pour réfléchir à comment choisir, comment faire en sorte que des jeunes constituent leur assemblée, décident des sujets dont ils allaient vouloir traiter et plus récemment ce matin, décident de la gouvernance dont ils voulaient se doter. I doncs, ajudat per l'escola de Toulouse, hem pogut preparar, ajudar els joves a organitzar-se i avui mateix hem fet tota una feina de treball sobre la governança i sobre com treballar junts en el marc de la regió. Donc, c'est la principale fierté. Et puis, évidemment, il y a eu d'autres réalisations parce qu'on a connu une période très compliquée, notamment avec la pandémie. Ça donnait tout le sens à un projet qui avait démarré avant, qui s'appelait, je crois, Eurocampus eHealth, qui était la manière de partager nos compétences et nos savoirs sur la e-santé entre pays de l'Eurorégion. Mais ça a été aussi dans cet esprit-là le fonds Covid qui a permis à 9 établissements de l'Eurorégion de travailler ensemble pour permettre l'accès en distance à la pédagogie et à la poursuite des cours de l'université. C'est bon pour la traduction, ok. Merci beaucoup, Xavier, déjà. Donc, ces 2 projets sur eHealth, Eurocampus et puis le projet du fonds Covid, ça a été aussi une manière de rendre très concret les travaux de la commission enseignement supérieur recherche. Et puis, il y a d'autres travaux qui sont majeurs, qui ont été une poursuite, en réalité. Ils n'ont pas été initiés sous cette présidence-là, mais c'est selon les chèques Eurocampus. Ces chèques qui permettent de financer à hauteur de 600 € la mobilité de nos jeunes et de favoriser les liens qu'ils tissent entre eux. Et il y a eu plus de 1000 chèques Eurocampus depuis le début de notre aventure commune. Et nous nous donnons les moyens pour qu'il y en ait davantage encore pour renforcer ces liens avec l'accompagnement de l'Union européenne. Vous savez, il faut être très humble dans la manière dont on doit porter les choses dans un monde qui change en permanence, dont les transitions sont parfois difficiles pour beaucoup de nos concitoyens. Mais nous avons aussi la profonde conviction que les valeurs
qui nous lie entre Catalans, entre les îles Baléares, entre Occitans, avec les amis corses dont je salue M. Alfonsi, j'étais à côté de Manette tout à l'heure, la présidente de l'Assemblée de Corse avec laquelle je travaille au comité des régions et j'en suis heureuse, à côté de Meritchel, qui est également membre du comité des régions et nous nous sommes vus ensemble, Tony, il y a pas moins de 2 jours. Mais je crois qu'on est porteur de valeurs qui disent très clairement que dans cet ensemble, ce que nous voulons pour l'Union européenne, ce que nous voulons pour notre Méditerranée, c'est savoir concilier les ambitions environnementales et les ambitions sociales, que les transitions que nous devons affronter ne doivent pas laisser sur le bord de la route des femmes et des hommes qui sont aussi des éléments de notre capacité d'innover dans les territoires et que nous voulons que l'Union européenne construise sa vision dans une solidarité avec le bassin méditerranéen et que nous savons que nous sommes finalement interconnectés. Donc, ces sujets-là sont des sujets majeurs en matière de recherche. Ils sont donc traités au sein de notre commission sectorielle. Je sais que demain, l'Assemblée régionale des jeunes, euro-régionale des jeunes, sera en capacité aussi d'alimenter les débats et les choix d'action à mener au sein de nos commissions sectorielles. Il y a déjà des beaux projets avec Sésame, notamment sur l'alimentation et la capacité de donner de la durabilité aux questions de l'alimentation. Et puis, une autre question qui est majeure, qui est la question de l'eau, à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés et qui demande désormais des réponses urgentes. Merci, Madame la vice-présidente. Et la transition est toute trouvée, puisque là, je vais m'adresser à vous, Tony Vicens, en tant que directeur général des relations extérieures du gouvernement des îles Baléares, qui aujourd'hui va nous parler de la commission environnement de l'Eurorégion, commission qui est une des plus actives par nature, puisque vous le savez, les programmes européens ont tous orienté leurs priorités vers des démarches environnementales. Quand on parle de l'environnement, on parle évidemment du développement durable, de l'efficacité énergétique, de l'eau, de la biodiversité. Et quand on a un territoire comme celui de l'Eurorégion, très méditerranéen, très impacté par le changement climatique, évidemment, cette commission prend toute son ampleur. Donc, Tony, est-ce que vous pouvez nous parler justement des travaux de cette commission durant les 2 années qui viennent de s'écouler, voire même un petit peu plus, et comment vous voyez les défis à venir? Podríem parlar durant hores d'aquest punt. On pourrait parler pendant des heures de ce sujet, mais nous n'aurions pas le temps. Alors, je voudrais exprimer ma gratitude envers l'Occitanie. C'est un plaisir d'être ici à Toulouse pour participer à ce succès, cette réussite que nous voyons après 3 ans, alors qu'au début de la présidence baléare, nous avions proposé une feuille de route qui voit au-delà de nos amis des tours de présidence. Nous avons mis en place ce programme qui vise jusqu'à 2030. C'est une première étape, de mon point de vue personnel, des îles Baléares. Je suis spécialement heureux de voir le fruit de ce travail. Et aujourd'hui, quand nous parlons de programme et de termes, nous avons 3 axes: préservation des ressources, soutien à la transition énergétique et valorisation des espaces naturels. Et c'est le focus principal de notre commission climat et énergie, qui sont les grands moteurs de l'Eurorégion. Et nous partageons cette vision à long terme dans cette commission. Très rapidement, les 5 lignes de travail sur lesquelles nous avançons. Donc, conservation des ressources, usage de l'eau durable, adaptation au changement climatique dans des champs comme celui de l'agriculture, et avec des politiques avec beaucoup de succès et d'effets, de répercussions, Water for Use et des programmes de ce genre. Et en textile, valorisation des résidus du secteur textile
Et donc, ce premier aspect, nous voyons qu'il y a beaucoup de potentiel de collaboration. La seconde ligne de travail, c'est la ligne énergétique et du changement climatique, accélérer au maximum la transition énergétique en aidant dans des projets d'autoconsommation, d'adaptation au changement climatique. Un troisième axe très important, c'est la préservation et valorisation de nos espaces naturels. C'est un thème qui souvent est complexe parce que le territoire régional a la grande vertu et faiblesse d'être très divers, avec des zones de montagne, des zones de côte, des zones insulaires. Cela rend très difficile, mais un projet qui essaie de régler des problèmes, c'est mettre en valeur l'excellence des zones naturelles dans nos 3 territoires. À part ces 3 lignes de travail principales, il y a 2 autres aussi importantes. D'une part, le travail en réseau, c'est-à-dire je voudrais détacher le grand progrès du travail en commun des conseils économiques et sociaux avec les différentes organisations dans chaque territoire, Catalogne, Baléares, Occitanie. Nous voudrions détacher, mettre en avant le bon travail que nous avons fait contre la pollution par plastique lors d'un sommet tenu il y a quelques mois à Montpellier. Et surtout, être très content qu'on ne construise pas, qu'on ne bâtisse pas de nouvelles structures, mais qu'on utilise les ressources que nous avons déjà pour vraiment pousser vers l'avant les différents projets avec ces conseils économiques et sociaux qui sont les instruments de l'Eurorégion adéquats. Un des points les plus importants, l'axe de prise de conscience environnementale. L'Eurorégion s'est consolidée année après année comme dans une action avec des espaces naturels des 3 territoires de collecte des résidus et rendre plus conscient de la nécessité de conserver nos espaces naturels. Je m'arrête là, non sans avoir dit avant que Mercè Rodoreda, grande autrice catalane, a dit les choses importantes sont celles qui n'ont pas l'air d'être importantes. Et avec tous ces grands sujets qui sont sur tous les journaux, en une, le vrai sujet de notre avenir, c'est la conservation du climat. Merci. Et je vais m'adresser maintenant à vous, Monsieur Francesc Villaró, en tant que représentant de la Commission Culture de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, en rajoutant juste qu'on a parlé jusqu'à maintenant de nombreux projets européens ou actions que peut mener l'Eurorégion, mais vous le savez, l'Eurorégion qui existe en tant que groupement européen de coopération territoriale depuis 2009 peut aussi distribuer des subventions. Et notamment, l'appel à projet culture existe depuis la création de l'Eurorégion. C'est devenu un marqueur fort pour tous les acteurs culturels du territoire. Et donc, Monsieur Villaró, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de cette commission culture? Quelles sont les actions majeures qui ont été menées? Quels sont les projets qui marquent l'Eurorégion depuis maintenant plus de 10 ans? Molt bé, bonjour, bonjour et molt bona tarda a tots. Bonjour, bon après-midi à tous. Très content d'être ici, représentant du groupe de culture. La culture est aussi importante que l'environnement. C'est quelque chose qui permet de soutenir, de donner cohérence au territoire. Donc, la vérité, c'est que je suis très content et fier du travail qui a été fait. Je voudrais commencer avec une reconnaissance spéciale aux équipes et personnes d'Occitanie, des Baléares et de la Catalogne, évidemment,
pour l'implication si importante qu'il y a eu dans ce groupe de culture. Je vous donnerai 4 chiffres pour que vous vous rendiez compte du changement qu'il y a eu quand nous avons commencé à parler avec les équipes actuelles. C'était en 2007. Nous avions, lors de l'appel à projets, des projets, il n'y en avait que 3 qui avaient vraiment cette capacité à devenir de vrais projets solides, avec des partenaires des 3 régions qui doivent être impliqués, travailler ensemble pendant minimum 2 ans, 3 ans. Et ces projets, nous avons décidé de vraiment changer la donne, de travailler ensemble, d'approfondir, d'établir des liens entre les régions, à les mettre à travailler ensemble, à faire qu'on se connaisse. En 2008, il y a déjà eu des résultats importants. Je l'ai noté ici pour ne pas me tromper. La première année, nous avons multiplié par 3 le nombre de projets, de 6 à 18. L'année 19, on a multiplié et on est arrivé à 30. En 2020, nous avons eu la pandémie, voilà. La pandémie a été dramatique pour le secteur culturel, comme vous le savez, cinéma fermé, bibliothèque avec restrictions, artistes sans travail, musiciens avec tous les concerts annulés. Mais ça, vous le savez déjà. Et nous nous sommes rassemblés dans ce moment difficile pour proposer de nouveaux appels à projets pour sauver la culture. Et nous avons multiplié par 100 les projets. Nous sommes arrivés à 40 projets. Ça, ce ne sont que des chiffres. Mais je ne veux pas vous fatiguer avec les chiffres, hein. Je crois que l'important, ce sont 2 concepts. Comme disait la vice-présidente, le thème de programme qui nous permet de faire un changement très important du point de vue conceptuel. On a des vecteurs de travail que nous avons incorporés. La langue, premier résultat, ou les langues évidemment. Premier résultat, créer ce groupe de langues. Second vecteur, la jeunesse. Et en mélangeant le vecteur langue et jeunesse, plus vecteur innovation implicite dans ce programme, nous pouvons présenter, et nous les verrons, et nous serons là, un projet qui est réellement un succès. Le premier prix pour les jeunes influenceurs des réseaux sociaux en catalan et en occitan. 51 projets d'une qualité extraordinaire. Ça a été très difficile de choisir les meilleurs, franchement. La vérité, c'est que ça n'aurait pas été possible sans l'implication, la passion des travailleurs des Baléares, de la Catalogne, de l'Occitanie pour la culture et de la bonne ambiance et l'envie de travailler ensemble à des projets. Donc, merci. Si nous avons l'occasion, nous donnerons plus de détails, des nouveaux projets de pour les prochaines années. Une petite transition maintenant avant d'aller un peu plus en profondeur sur quelques projets européens que l'Eurorégion a pu mener depuis 10 ans. Vous le savez, l'Eurorégion est une collectivité jeune. Comme je le disais, elle est née en tant que GECT en 2009. Et comme une collectivité jeune, elle a du mal parfois à se faire connaître. Et du coup, on a essayé de trouver divers biais pour toucher à la fois les citoyens. Et donc, on en a donné un exemple, Madame Pelfig, vous en avez parlé avec les jeunes. Il nous fallait aussi toucher un petit peu plus la société civile. Et donc là, je m'adresse à vous, Monsieur Chauzy, pour toucher la société civile. Quoi de mieux que les conseils économiques et sociaux? Et donc, Monsieur Chauzy, vous êtes président
du Conseil économique, social, régional et environnemental de la région Occitanie. Pouvez-vous revenir pour nous sur le colloque que vous avez organisé en septembre sur la pollution plastique en Méditerranée, s'il vous plaît? Bien sûr, bien volontiers. Je salue la présidente, mon ami Carole Delga, les présidents des régions et mes amis présidents des conseils économiques et sociaux régionaux. C'est la première fois en 15 ans que nous avons aussi une invitation officielle pour participer à une conférence de l'Eurorégion qui n'a pas toujours été organisée dans le format d'un GECT. Et nous avons accepté de retravailler ensemble en allant à Palma 9 et 10 juin 2019 pour porter l'idée, à partir d'un constat terrible, la Méditerranée se meurt dans le plus grand silence. Elle se meurt, ce n'est pas la faute au GIEC, ce n'est pas la faute au changement climatique, c'est la faute aux hommes et aux activités, puisque la Méditerranée risque de mourir par la pollution plastique. 400 000 tonnes de déchets plastiques par an, selon une étude commandée par WWF à l'université australienne. Nous ingurgitons, nous avalons chaque semaine l'équivalent d'une carte bancaire. Bon appétit, dit Nadia. Ce qui veut dire que le plastique est aussi attentatoire à la santé, à l'environnement. Et comme nous avons 221 km de côte, nous, Occitans, avec les Baléares et la Catalogne un peu plus, nous avons fait le premier appel sauvant la Méditerranée à l'issue d'une conférence de presse qui s'est tenue le 10 juin 2019. Et malgré la pandémie, nous avons continué à travailler, à avoir une copie commune, et nous avons convenu que la Méditerranée n'en était copropriétaire, mais pas tout seul. Et donc, je suis allé convaincre mon ami, sans grande difficulté, mon ami Marie-Jeanne Nicoli, chère présidente, qui m'a dit oui, Jean-Louis, de suite, sans avoir besoin de me dire qu'il y aura la réponse dans 6 mois. Après Marseille, convaincre nos collègues de la région sud, PACA. Et devant ces bonnes nouvelles, mes amis des Baléares de Catalogne sont allés chercher sans trop de difficulté le soutien de la région de Valence, de Murcie et l'Andalousie pour porter une conférence à Montpellier 29 septembre. Il nous a permis de déboucher, après avoir phosphoré toute la journée, 30 intervenants extérieurs, 4 tables rondes avec des préconisations sur le transfert de compétences, comment substituer les matériaux plastiques à d'autres produits et par recycler du plastique par encore du plastique. Nous avons décidé de 4 choses. Créer la conférence des conseils économiques et sociaux de l'arc méditerranéen, 8 CCR avec le soutien des 8 régions aux collectivités qui étaient présentes par leur vice-président ou le président d'Occitanie pour conclure avec l'État, le préfet de région, qui nous ont aidés dans le financement du projet. L'arc méditerranéen est créé. Nous avons préparé ce matin les conditions d'une gouvernance partagée qui aura lieu au mois de mars sur le modèle de l'arc atlantique, avec une feuille de route, des moyens financiers. Deuxième préconisation dans la feuille de route, réunir les compétences des universités, des laboratoires pour comprendre comment avoir un observatoire commun pour identifier les faits, évaluer les politiques publiques de l'Europe aux collectivités pour savoir si chaque année nous éradiquons le plastique, nous ajoutons 400 000 tonnes à 400 000 tonnes pour faire en sorte que la Méditerranée soit une mer morte dans 10 ans ou dans 15 ans. Troisième étape, gagner l'identification internationale pour participer au sommet sur les océans et les mers. Quand il y a un sommet, regardez dans les conclusions la place qui est faite à la Méditerranée. Au mieux 2 lignes, 3 pour pas caricaturer, mais pas plus. Justifie la 4e démarche, agir ensemble pour obtenir un sommet de l'Union européenne sur l'avenir de la Méditerranée, qui est une mer géopolitiquement compliquée, de guerre civile, d'espace compliqué, mais il y a des moments où on peut se rassembler pour le bien commun. La Méditerranée a une fonction nourricière, une grande fonction économique, et là, il ne dépend que des hommes, des politiques publiques, d'éradiquer les matériaux plastiques de la Méditerranée. C'est à cet exercice-là que nous sommes attachés, et nous avons convenu ce matin que cette thématique, l'éradication du plastique et sauvons la Méditerranée, sera portée par la conférence des CDR de l'arc méditerranéen, mais que l'Euro-région restait pour nous aussi une priorité pour travailler aux côtés des gouvernements sur les thématiques retenues. Nous avons jeté ce matin les questions de mobilité au pluriel,
emploi, formation, la thématique de l'eau. Donc, on s'y retrouvera pour ajouter les forces à d'autres forces. Merci de cette invitation. Merci de me permettre d'exprimer un message. Avancer ensemble, se rassembler pour le bien commun. Merci. Ça me permet sur cette transition d'en profiter pour saluer l'arrivée de ma collègue, la conselera Rosario Sanchez pour les îles Baléares, qui est évidemment très investie, la présidente Manel Maupertuis pour l'Assemblée de Corse également. Et puis, c'était mes deux collègues élus régionaux également présents avec nous, particulièrement sensibles sur ces sujets que sont Laurence François, qui vient aussi des Pyrénées-Orientales, donc les questions évidemment de l'arc méditerranéen comme de culture et de participation citoyenne sont aussi les sujets qu'elle traite. Et puis Sébastien Denaja, qui est conseiller délégué régional investi sur la question méditerranéenne et particulièrement sur la question du port de Sète, Monsieur le Président, puisqu'il siège à vos côtés au titre de la région. Merci Madame Pelfig. On va continuer un petit peu sur les projets européens que peut mener l'Eurorégion. Vous le savez, on est une structure récente, on l'a déjà dit. Toutefois, on mène des projets d'envergure et ces projets permettent justement de démultiplier un petit peu les fonds qui nous sont alloués pour faire quelque chose de visible sur le territoire qui sort souvent de nos compétences propres, mais sur lesquelles on arrive à monter des partenariats avec justement des experts de ces sujets. Donc, un des premiers projets qui a été mené d'envergure et qui a eu de très beaux résultats est le projet IELTS Eurocampus. Et donc là, je m'adresse à vous, Yolanda González. Vous êtes vice-rectrice de l'Université des îles Baléares. Est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices du projet IELTS qui a été programmé sur Erasmus+ pour votre université? Sí. Moltes grâce. Merci beaucoup. En premier lieu, je vous remercie de cette invitation de participation à cette table ronde. Je représente l'Université des îles Baléares. Le rôle de l'Eurorégion a été clé pour ce projet européen. Eurocampus a été un projet très ambitieux. De tous les pays, l'Eurorégion, etc., dans ce programme Erasmus+. Et la participation de l'Eurorégion comme coordinatrice a été clé, non seulement dans le développement des sollicitudes, mais la coordination. De cada región de la Euroregión participaban 2 socios, en el caso de Cataluña. Dans le cadre de l'École polytechnique de Catalogne et la Fondation Colonne Hospital et l'Université des îles Baléares et la Fondation des Baléares pour la promotion de la technologie comme référent. Il y avait l'utilisation des TIC. Dans le cas de l'Occitanie, il y avait l'Université de Montpellier et l'École d'ingénierie de Castres, et 2 institutions par région, mais aussi ça a été un projet européen auquel ont participé aussi des universités d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Chypre. Et donc la coordination de tous ces associés, de tous ces partenaires n'était pas facile et l'Eurorégion a eu un rôle fondamental. Il a apporté des ressources aussi bien humaines qu'économiques parce qu'il a fallu faire un rapport préalable et durant tout le projet, il fallait informer de manière transversale les étudiants et les professionnels de nos régions à propos de technologies appliquées et il fallait développer des matériels didactiques, mais aussi rechercher la qualité de la formation par le biais de la mobilité,
parce que il fallait aussi parler de la mobilité des professeurs et des étudiants, et c'était très complexe de mener à bien ce projet. La coordination a été faite par l'Eurorégion et ça nous a facilité beaucoup la logistique, toute la gestion économique, parce que même si la majeure partie des participants étaient des universités, il est vrai que les universités, la plupart ont des bureaux de projet, mais il nous est difficile d'avoir une personne qui se consacre uniquement à la gestion d'un projet particulier. Et donc, cette gestion et cette coordination par l'Eurorégion a été quelque chose de très précieux. Et en fait, le projet a pris fin et évalué comme un succès de la part de l'agence qui a procédé à notre évaluation. Et on a eu donc une étiquette de bonne pratique pour ce projet. Et donc, tous les objectifs que recherchait ce projet, qui était de former nos étudiants. Ici, on a une représentation des jeunes ici, en formation transversale et qui se connaissaient entre eux dans les différentes régions. Ça a permis d'améliorer leurs compétences et leur compétitivité pour s'intégrer dans le milieu du travail et ce, grâce à la participation des associés, des participants, mais aussi avec le support de l'Eurorégion que je tiens vraiment à souligner et je tiens vraiment à le mettre en exergue ici dans ce projet européen. Et vous voyez donc projet sur son territoire, mais aussi à travers toute la Méditerranée, voire toute l'Europe. Et donc, un autre exemple très marquant avec un projet qui s'est terminé récemment, le projet Psamid. Et là, je m'adresse à vous, Philippe Malagola, président du port de Sète. Et la question est un petit peu la même qu'à Yolanda. Quel bénéfice tirez-vous de cette collaboration avec l'Eurorégion et de cette collaboration avec tous les partenaires autour de la Méditerranée sur ce projet Psamid? Bien, bonjour, effectivement, nous sommes très heureux de participer à cette conférence de l'Eurorégion. D'ailleurs, je dois dire que le premier mot qui me vient à l'esprit pour le port de Sète concernant le projet Psamid, c'est l'enthousiasme. Et c'est Fabien Luet, qui est le directeur du port de Plaisance, qui parmi nous aujourd'hui me démentira pas. C'était un projet mené effectivement depuis le début, avec quelques résultats dont je vais vous parler. Mais un tout petit mot sur le port de Sète avant cela. Le port de Sète, c'est un des grands ports de la région Occitanie. Il est d'ailleurs rattaché à la région Occitanie depuis 2008. Il comprend en fait 3 grandes activités, le port de commerce, le port de pêche, je n'en parlerai pas, et le port de plaisance, qui est effectivement l'objet de l'intervention et du projet Psamid, qui avait 3 grands attendus, qui étaient la transition verte, numérique, collaborative et innovante, donc sur la transition écologique et numérique, bien sûr, l'innovation ouverte et collaborative et la gouvernance multiniveau. Si je cite ces attendus, c'est parce qu'effectivement, ils ont été au rendez-vous des résultats, puisque c'est la question que vous me posez, des résultats qui ont été obtenus. Donc, au port de Sète, sur le projet Psamid, nous avons eu 3 grands bénéfices de ce projet européen. D'abord, c'est la collaboration internationale, bien sûr. Ça nous a donné une ouverture sur les 2 autres grandes régions en dehors de l'Occitanie qui participaient à ce projet et une ouverture sur des ports qui effectivement rencontraient les mêmes problématiques que le port de Sète, le port de plaisance de Sète. Donc, cette ouverture a permis un partage, je crois que c'est vraiment le mot essentiel, c'est un partage avec d'autres ports méditerranéens, puisque le port de Sète est naturellement tourné vers la Méditerranée, pas seulement, mais essentiellement vers la Méditerranée, un partage avec d'autres ports que nous n'aurions sans doute pas contactés dans un autre cadre. Un partage, bien sûr, sur les bonnes pratiques, mais aussi sur les méthodes, sur les échanges, sur l'avenir, sur l'innovation. Le deuxième grand bénéfice, ce sont bien sûr liés au financement par l'Europe.
On a eu un financement de 325 000 € au port de Sète qui nous a permis de développer, de tester de nouvelles technologies liées bien entendu au développement durable des ports de plaisance, avec tout particulièrement l'optimisation de la gestion portuaire, les flux de bateaux, de personnes, etc. Et puis l'apport de nouveaux services aux clients. Vous savez que les bateaux dans les ports de plaisance naviguent assez peu finalement en moyenne. Et donc on voit bien qu'il y a une grande évolution vers de nouveaux services pour les habitants. Ce sont des lieux bien sûr de navigation, mais ce sont aussi des lieux de vie. Donc là, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et puis le troisième point, c'est la partie objets connectés, Internet of Things, IoT, avec notamment le suivi des consommations électriques et la gestion en temps réel des mouvements de bateaux. Alors tout n'est pas simple, hein. Il faut pouvoir expliquer que ce ne sont pas des outils de flicage des habitants des bateaux, mais des outils de gestion leur permettant une meilleure sécurisation de leur emplacement, de voir le gîte du bateau, etc. Donc, on a développé une application plaisancier avec des nouveaux services, et en particulier tous les services écosystèmes portuaires, capitainerie digitale, etc. Donc, vraiment une avancée majeure, et notre souhait, je le redirai peut-être, c'est qu'on puisse poursuivre cette expérimentation avec l'Europe qui nous a beaucoup apporté en matière d'échange. Merci, Monsieur Malagola. Et un autre projet qui, lui, est encore en cours pour 9 mois encore, peut-être plus, on verra. Le projet What's Every Use, que beaucoup d'entre nous ont du mal à prononcer. Et, et dont Samuel Reyes, qui est directeur de l'Agence catalane de l'eau, va nous parler aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, Samuel, quel est selon vous les principaux bénéfices du projet What's Every Use pour votre agence, mais aussi pour l'Eurorégion? Moltes gràcies, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Je remercie d'être invité à cette table ronde pour parler de ce sujet. Je dois dire que j'ai vraiment plaisir à être là. C'est une émotion. Il y a 4 ans, avec Xavier, j'étais à l'Agence catalane de l'eau dans une autre charge. Je ne savais pas ce que c'était l'Eurorégion. J'ai commencé à connaître l'Eurorégion avec les camarades catalans. Nous sommes montés à Montpellier et nous voulions savoir quel projet européen nous pouvions entrer avec quelque chose en commun pour les 3 régions. Nous avons beaucoup en commun. Il y a des aspects au-delà de du durable, des résidus, du filtrage de l'eau dans les communes petites. Nous avons opté pour le tourisme. Voilà le sujet, la réutilisation de l'eau dans le tourisme. Je suis revenu maintenant et j'ai la possibilité de participer. Je suis très content d'être là pour voir la Garonne qui naît en Catalogne, qui naît dans la municipalité de Naut Aran. Nous avons fait beaucoup d'études d'inondabilité là-bas et aujourd'hui, c'est un grand plaisir de voir cette Garonne avec cette sécheresse très forte. Donc, une donnée importante avant, c'est l'Agence catalane de l'eau participe à beaucoup de projets européens avec beaucoup de copains de beaucoup de régions très lointains. Et les réalités qu'ils ont au niveau hydraulique en Scandinavie, Allemagne, est très différente de celle de l'Eurorégion. Il est très opportun donc de collaborer avec les voisins plutôt qu'avec ceux qui sont très loin. Et nous devons nous connaître beaucoup plus avec cette Eurorégion. Le Water Safe Reuse est très important parce qu'il est lié avec le tourisme dans les 3 régions, tourisme de côtier. Ce que fait l'Agence catalane de l'eau, c'est gérer les ressources hydriques de l'eau, 500 hectomètres cubes qui sont gérés. La côte de Catalogne, ils jettent dans la mer, une fois traités, 400 hectomètres vont à la mer. Nous devons essayer de réutiliser cette eau qui est perdue.
Nous travaillons à cela, nous, à l'agence de l'eau catalane, et nous partageons ce projet avec les 3 autres régions. Nous investissons afin que l'eau n'aille pas se perdre dans la mer, mais qu'elle soit réutilisée aussi dans l'agriculture, aussi localement dans le même édifice, la réutilisation de l'eau. Nous avons fait une campagne avec des idées de mémoire de l'eau. Nous avons très peu d'eau, donc nous devons réutiliser l'eau. C'est très important, justement à Barcelone, dans le cadre métropolitain. La sécheresse la plus dure, plus géométrique des 100 dernières années a été mitigée grâce à la réutilisation et la désalinisation d'eau de mer. Et nous n'avons pas eu besoin de ce transfert d'eau à partir de l'Èbre ou du sud de l'Espagne. Et nous avons des systèmes résilients de réutilisation de l'eau. Donc, efficience, réutilisation de l'eau. C'est une bataille entre les secteurs, les économiques. Il y a une idée de propriété avec l'eau. L'agriculture veut s'approprier à l'idée de propriété de l'eau. Le tourisme a besoin de l'eau aussi, et les activités économiques veillent à elles-mêmes, mais ne se préoccupent pas des autres. Et nous, les gouvernements, nous devons répartir l'eau pour tout le monde et réduire au maximum les pertes d'eau. On se relaxe un peu trop quand on va en vacances. Il y a une baignoire, on en profite lorsque nous sommes en vacances. Et voilà, on veut se relaxer, on pense qu'on a payé pour ça et qu'on peut jeter l'eau, mais c'est une question de prise de conscience. Donc, il faut des politiques et un grand succès, c'est l'implication locale. Beaucoup de communes se sont impliquées dans ce projet, nous ont soutenus. Et il est important que des lignes d'hôtels du secteur touristique collaborent et veuillent collaborer à des projets. Le 20 mars, c'est c'est le jour mondial de l'eau. Nous aurons un événement à Barcelone auquel participera l'Eurorégion. Nous y parlerons de ce que nous faisons à l'Eurorégion. Il y aura des chaînes hôtelières qui collaborent sur ce projet. Nous devons travailler pour que les citoyens y croient. C'est un des aspects les plus importants de cette journée, d'aujourd'hui et d'hier, c'est la jeunesse. Si déjà jeunes, nous sommes impliqués sur le sujet de l'eau, on aura beaucoup plus de succès du point de vue des influenceurs, des réseaux sociaux. Il est très important parce que les gouvernements, nous sommes parfois éloignés des goûts des gens. Nous devons chercher ce lien, cette connexion. Et donc, je suis vraiment ravi de participer à ce projet et que c'est un travail vraiment intense. Il nous reste encore à travailler jusqu'en septembre. La bataille, c'est utilisation minimale de l'eau dans nos activités touristiques, mais que tout le monde puisse profiter de l'eau, évidemment. Donc, je vous invite au 20 mars à venir connaître ce projet de plus près à Barcelone, lors de la journée de l'eau. Il me semble qu'on a respecté plus ou moins le temps qui nous était imparti. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous les participants de cette première table ronde. Peut-être, Madame Pelfig, vous voulez dire un dernier mot? Oui, non, un dernier mot et en relais. D'abord, vous remercions la présidente qui nous rejoindra là, tout à l'heure, avec notamment le président aragonès. Mais vous remercier et des témoignages que sont les vôtres, Madame, Messieurs, parce que c'est aussi pour des choses très, très concrètes que cette Eurorégion est bâtie. Et dans le passage de cette présidence, vous dire la très grande confiance que nous avons dans la capacité d'animation de nos amis catalans. Pour faire de cette Eurorégion une Eurorégion forte, solidaire et surtout qui soit très inspirante dans la lutte contre le changement climatique, qui puisse affirmer haut et fort qu'on peut être innovant,
investir sur la science et sur le savoir, tout en étant au service du progrès et de l'homme au sens avec un grand F, vous m'aurez bien comprise. Mais que pour l'Eurorégion et pour celles et ceux qui l'animent et qui la portent, l'innovation doit demeurer au progrès de la lutte contre le changement climatique et donc de l'humanité. Un grand merci parce que vous avez formidablement illustré dans vos travaux la confiance que nous avons dans le savoir, madame, et dans les exigences environnementales qui doivent s'appliquer à chacun, à chacune d'entre nous. Merci beaucoup.